Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en plein été pour ce best-of de LCR avec cette fois-ci un best-of spécial bande dessinée, une bande dessinée qui devient de plus en plus consciente, ouverte sur le monde, innovante aussi. Voici donc le best-of bande dessinée. C'est ça qui vous habite tout le temps, raconter des histoires. Ça rend la vie plus légère? Disons que pour moi, au moins, c'est vraiment un besoin. J'ai pas beaucoup de choix. Je dois raconter des histoires, je l'ai toujours fait. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Il y a plein de gens qui racontent pas l'histoire. Ah oui, mais je suis née comme ça. Si je raconte pas des histoires, je pense que je tomberai malade. J'ai vraiment un besoin de... Je raconte des histoires, je vomis des histoires parfois. J'ai un besoin physique de raconter des histoires. J'ai lu que vous aviez grandi, vous étiez petite en Afrique, votre papa voyageait beaucoup, il était géologue, c'est ça? Oui, et quand vous êtes arrivé à Crémone, enfin près de Crémone en Italie, vous vous ennuyez, alors vous inventez des histoires, c'est ça en fait? Ça, c'est une petite blague, parce qu'en effet, à Crémone, il n'y a pas grand-chose à faire. Oh, c'est joli quand même. Oui, c'est joli, mais y vivre, c'est un peu limité. Il n'y a pas beaucoup d'attractions. Mais oui, donc, mais même avant, même en Afrique, même si la vie elle était plus aventureuse là-bas, j'ai raconté tout le temps des histoires et c'était vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Ouais. Alors, il y a des histoires qui reviennent, il y a des thématiques qui reviennent dans votre travail. Ici, voilà, ça parle de... le retour, la distance avec les parents, la culpabilité aussi de s'être éloigné, parce que c'est un peu vous en fait, quelque part. Totalement. Puisque vous étiez, on l'a compris, en Italie, vous êtes venu étudier à Bruxelles, travailler à Bruxelles, vous êtes bruxelloise maintenant. Oui. Et donc il y a ce côté, voilà, je retourne voir les parents, mais je me sens un peu coupable. Oui, et je l'ai écrit après 5 ans que j'habitais ici. Maintenant, ça fait 13 ans, donc c'est un texte que j'ai écrit il y a longtemps. Après, j'ai retravaillé récemment pour le publier. Mais là, je sentais très fort cette sensation parce que c'était vraiment le moment que j'ai pris le choix de rester. Et donc, c'était un peu trahir ma famille, le fait de rester ici et prendre le choix de m'éloigner définitivement. Mes études étaient terminées et c'était clair que je voulais rester. Et donc, il n'y aurait pas de retour définitif là-bas. Et c'était dur pour moi et pour ma famille l'entendre. Mais en même temps, mes parents, c'était les premiers à avoir voyagé beaucoup quand ils étaient... Oui, ils vous ont donné ça quand même un peu. Hein. Donc c'est leur faute. On les salue s'ils nous écoutent sur YouTube, parce que l'émission passe sur YouTube. On va voir un dessin peut-être, Candy, si tu peux l'envoyer, un dessin de... voilà, c'est l'aéroport. Je le montre parce qu'il y a tous les petits détails du voyage. Là, c'est l'attente de l'avion. Vous avez peur de l'avion? Vous décrivez ça je pense que c'est très sain d'avoir peur de l'avion. Ah oui, pourquoi? Pour une voyageuse Ah oui, je prends souvent l'avion, même si c'est pas très bien pour la planète. Pas souvent, mais je le prends pour aller visiter ma famille. Et pourquoi c'est sain d'avoir peur de l'avion? Parce que c'est pas très naturel de se retrouver à cette altitude. Il faut avoir confiance à l'inconnu, je pense, non? Et au pilote aussi. Au pilote. Et c'est pour ça que quand je stresse, je regarde les hostess et les stewards pour me dire, eux, ils ont toujours l'air très calmes et très ennuyés parfois, et ça me rassure beaucoup. Ouais, mais enfin, vous savez, si ça chute, ils seront toujours calmes. Hein. Oui, mais quand il y a des turbulences, je les regarde et comme ça qu'ils s'ennuient, donc c'est bon signe. Vous décrivez tous ces petits moments avec la dessinatrice qui est l'illustratrice qui fait de magnifiques dessins. On va voir peut-être un deuxième dessin. Il y a beaucoup de gros plans sur des détails. Il y a les mains, je crois, de votre père. Il y a... on va voir un autre, c'est un bouquet. Non, c'est ça, c'est Dante, parce qu'il y a des références à Dante aussi. Pourquoi d'ailleurs? Le petit chat s'appelle Dante? Votre chat s'appelle Dante? Non, mon vrai chat, il s'appelle pas Dante. Mais c'était un peu un jeu vers la fin de vouloir donner ce nom au personnage. Mais disons que Dante, c'était juste un personnage inventé. C'est un peu comme si les personnages utilisent les protagonistes, la femme protagoniste, elle utilise Dante comme si ça aurait été sa conscience. Sa conscience, exactement. Oui, merci. Russia, young men with great ambitions rise. So who can tell me, who can say for sure which one will win the Nobel Prize? It was a golden
for science. The Kaiserreich would hold the key. And as the conflict came and tensions rose, the manifest of the 93. Haberbosch, the great alliance, where's the contradiction? Fed the world by ways of science, till the Lord of Saint. Father of toxic gas and chemical warfare, his creation has been revealed. The no man's land, a poisonous nightmare, a deadly mist on the battlefield. Oula, ouais, voilà, vous pouvez baisser le son. Ça vous étonne. Hein. Vous connaissiez? Pas du tout, merci beaucoup. Ah, avec plaisir. C'est fin, ça se mange sans fin. Ça se mange sans fin. C'est le groupe suédois Sabaton, que moi je ne connaissais pas, un groupe métal. Non, moi non. C'est Phaser. Et Phaser, c'est sur Fritz Haber. Oui, ben, j'ai bien vu. Ouais. C'est même des références assez pointues, comme le Manifeste des 93, qui n'est pas très connu. Complètement, dont vous parliez d'ailleurs. Pourquoi Fritz Haber, ce chimiste allemand qui est né dans 1864, dans cette 68, ou 68, ouais. Pourquoi il fascine encore autant aujourd'hui? Parce qu'il vous fascine, il fascine ces gens-là, il en fascine d'autres. Hein. Oui, parce que c'est la transgression de l'éthique scientifique en fait, pour l'essentiel en fait. C'est vraiment le scientifique qui a donné tout son art, toute sa science à la guerre. Et qui a été le premier en tout cas, à aller au front, voir les résultats de ses expériences. C'est un peu comme si Oppenheimer allait dans le B-52 et voir qu'est-ce que ça donnait. Quoi. C'est complètement... il était quand même loin. Quoi. Ah oui. Et et son entourage en a un petit peu souffert, notamment sa femme, etc. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. C'est un personnage qui a aussi fait que des mauvais choix. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est assez fascinant aussi. C'est un personnage noir, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Oui, enfin oui, c'est un personnage assez triste. Oui, qui est aussi dans un milieu. Enfin, ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'est que Fritz Haber n'était pas une exception. C'était toute une génération qui subissait quand même, comme j'ai appelé mon premier tome, un esprit du temps. C'est vraiment ça, c'est ça qui fait que ça m'a intéressé en fait. C'est que c'est toute cette génération juive allemande dans les années 1880-1930. C'est quand même assez étonnant de voir tous les points communs et tout. Enfin, c'est-à-dire comment ils devaient être face à leur à plein d'ambiguïtés en fait. Alors là, c'est le tome 5, on avance dans le temps, on est en 1918. Oui, fin de la guerre. Fin de la guerre, défaite allemande. C'est l'heure des règlements de compte en fait, quoi. Voilà, on se regarde, on se dit qui est responsable. C'est ça. Et donc, donc ça va être l'Allemagne qui va être punie par les Alliés. Donc ça va être le traité de Versailles qui va être extrêmement sévère, beaucoup trop sévère, qui va réclamer énormément de choses. Et alors, évidemment, la communauté internationale qui va demander des têtes. Et notamment, effectivement, à un moment, Fritz Haber va se retrouver sur les listes des criminels de guerre, comme bien d'autres. Parce qu'il faut des têtes, en fait, c'est ça. Il faut des responsables. Oui. Et parmi les responsables, il y a beaucoup de juifs. C'est ça. Il y a une espèce de montée d'antisémitisme. Oui, alors c'était horrible parce que c'est aussi évidemment la communauté internationale après la guerre qui va pointer quelques juifs, mais aussi pendant la guerre en Allemagne, dans leur propre camp, les Allemands pointaient aussi les juifs en disant ils ne vont pas assez au front, ils restent à l'arrière. Donc ils s'en prenaient dans tous les sens. Je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Voilà, et puis ça continue. Allô maman, bobo. Souchon, vous avez reconnu un petit peu quand même le refrain? Le refrain, oui, je l'avais déjà entendu forcément. Bah ouais. On n'est pas loin de votre univers, moi c'est pour ça que j'ai passé ça, cette chanson, Allô Maman Bobo, je tape dans une petite boîte en fer. D'ailleurs, ce garçon, on voit la couverture là derrière, ce petit garçon que vous suivez, qu'est-ce qu'il a de vous?
justement? Bonne question. Je crois que avant tout, en commençant à écrire ce livre, je suis surtout parti d'un point de départ qui est un point de départ de distance. C'est-à-dire que j'ai pas 13 ans, ni 12 ans. Ah bah non, et vous ne seriez pas ici. Non. Effectivement. Et donc, il s'agit de se poser la question de se dire qu'est-ce que ça fait d'avoir cet âge-là. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas mon âge. Donc j'ai été observer des gens dans un collège, j'ai été prendre le temps pour essayer de me plonger dans cet âge-là pour le comprendre. Pourquoi c'est un âge particulier? C'est plus l'enfance, c'est pas encore tout à fait l'adolescence, la grosse crise, etc. On est un peu entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une ligne de crête en fait. Effectivement, je crois que c'est vraiment une histoire sur un moment de passage, qui est le moment où on commence tout juste à quitter le début de l'enfance et où, à un âge où on a vu peut-être juste la famille et l'école, tout d'un coup on voit un peu plus. Et donc c'est forcément un moment de bouleversement et de grand changement. Ça s'ouvre un petit peu, c'est ça derrière le chant. Le chant, c'est aussi le chant, on pourrait dire le chant de vision. Où, voilà, on va un petit peu au-delà. Qu'est-ce qui se passe au-delà? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Est-ce que c'est du mystère? Est-ce que c'est une vie aussi chiante entre guillemets que celle que je vis? Il y a tout ça. Effectivement, c'est à ce moment-là l'envie d'aller voir le monde et ce grand désir et en même temps l'effroi qui est présent en nous. Donc c'est vraiment une histoire qui se situe dans ce sentiment-là. Ouais, je voudrais qu'on parle un petit peu de la manière dont vous avez abordé tout ça. On voit les dessins là, qui passent derrière vous. C'est Tristan Garcia, tout de même, philosophe, écrivain, qui a écrit à propos de ce livre. Derrière le chant reste longtemps dans la tête, sans qu'on sache très bien pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et c'est tout à fait ça, en fait. On le lit, et puis il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose à la fois de statique et de flottant en même temps. Je sais pas si ça vous vexe ou si vous êtes OK avec ça. Je suis tout à fait OK. J'écris sans avoir une idée préconçue de l'expérience que devraient avoir les gens. J'aime que chacun s'y fasse son propre expérience, donc ça me fait plaisir que vous me dites ça. Quand je dis statique, ça veut dire, c'est pas péjoratif du tout, hein, ça veut dire, ils sont un peu campés, les personnages dans leur univers, ils peuvent pas trop bouger, l'école, le lien avec son papa, etc. La fille, c'est pareil. Et en même temps, tout flotte un tout petit peu, quoi. Et vous arrivez à montrer ça dans le dessin. Moi, ça m'a fait penser à certains mangas japonais. On parlait de Taniguchi tout à l'heure, mais d'autres aussi. Bien sûr, moi je pense à Asano, je pense à Kiriko Nananan. C'est un héritage qui est important pour moi. C'est là où j'ai senti que la BD pouvait retranscrire des expériences et des vies, et c'est quelque chose auquel je suis attaché. Donc j'essaie de suivre cet héritage aujourd'hui, moi. Ouais, et l'adolescence, c'est un peu leur truc quand même, hein, dans les mangas en général. En tout cas, cet âge-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est aussi une thématique effectivement qui m'est chère, mais que je retrouve aussi, on en parlera peut-être après, chez Koreeda, un réalisateur japonais qui est important pour moi, ou chez d'autres gens. Ouais. Le noir et blanc. Enfin, est-ce que c'est vraiment du noir et blanc? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu du gris aussi. Comment vous avez traité ça et pourquoi ce choix-là? Alors, c'est plutôt d'abord parce que c'est un héritage pour moi, comme je le disais, le seinen, Inyo Asano, ce genre de personnes. Donc pour moi, il y a une forme d'évidence au fait de faire du noir et blanc en bande dessinée. Ouais. Alors, lui, c'est la grande gueule du village, et petit à petit, grâce enfin, on va pas raconter toute l'histoire, mais à cette Fanny qui va essayer de le faire parler, il s'ouvre, quoi. Oui. C'est un peu comme la sociologie d'un village. On voit qu'il y a des petites vérités qui sortent des cuisines où on lit des extraits de journaux intimes, où à un moment, dans le café qui réunit tout le village, en effet, il y a Benoît qui a une grande gueule, il y a le vieil alcoolique qui est dans le fond, qui parle pas trop aux gens, et tout d'un coup, à force d'être bousculé, alors ça sort, et là c'est sans filtre, et on apprend vraiment qui ils sont. Oui, et on voit leur fragilité, c'est le titre effectivement de la bande dessinée, parce qu'il y a ça derrière ce vernis, pas masculiniste, n'allons pas jusque-là, mais simplement d'être un homme dans un village ou même en ville. Oui, de ne pas avoir l'habitude de causer, en fait, de se livrer. Il y a comme une espèce de personnage social et on a du mal à en sortir. Et là, il y a une première idée qu'à un moment, puisqu'il n'ose pas se montrer en public, il y a une cabine de téléphone et alors en l'ouvrant, on compose un numéro et on entendra la confidence de quelqu'un, qui sont des procédés qui existent vraiment en théâtre de rue et que j'ai repris. Alors votre héros, si je puis dire, oui, c'est un héros, hein, François, on le voit derrière vous, là. Il est grand, François, il est grand, maigre, il est très angoissé. Et ce qui est chouette aussi dans la façon dont vous écrivez, je trouve, c'est qu'on le suit. Parce qu'il y a l'auteur qui dit, on te voit, enfin vous le tutoyez, vous le suivez, et vous êtes comme témoin de sa chrysalide, en fait. Parce que c'est un peu une chrysalide, hein, il va s'ouvrir. Oui. Mais là, c'est la ville, en l'occurrence, qui est la narratrice et qui voit les personnages se débattre au cœur de ces rues, puisque c'est là que ça va changer. Et elle secoue un petit peu François en espérant qu'il se livre. Et c'est vrai que j'aime bien écrire des récits initiatiques où, entre le début et la fin, le personnage a évolué. Alors, pas de façon spectaculaire, c'est pas une grande aventure, mais de façon humaine, il y a quelque chose qui l'a bousculé. Mais il a conscience quand même que sa vie
tourne à vide. Hein. Donc, dès le début, il est conscient qu'il y a un truc qui ne va pas. Son usine a fermé, une usine de porte. En plus, il faut l'inventer, ça. Hein. Oui, il doit la démanteler lui-même. Donc, c'est pire que ça. Ouais, donc, il est en train lui-même de fabriquer son obsolescence. C'est des choses qui arrivent. Hein. Oui. Mais oui, effectivement, parfois, on demande à des ouvriers de venir démonter leur outil de travail. Voilà, c'est assez terrible de penser qu'il a bossé là pendant 20 ou 30 ans. Et c'est lui qui, pendant encore 1 an et demi, quasiment tout seul, avec un collègue qui défait les choses petit à petit. Et ça ressemble à... C'est une métaphore de sa vie, en fait, où il est bloqué dans cette petite ville avec son copain. Ils ont 45-50 ans. Ils se disent, mais enfin, on était là quand on était ado et on n'a pas bougé. Ouais, c'est fou. Son copain qui veut lui donner un déclic, évidemment. Oui. Michel. On va pas trop en dire non plus. Il y a plein de petits signes très bien dessinés par Nicobi. Hein, c'est celui avec qui vous avez travaillé. Les oiseaux qui tombent, par exemple. Oui. Voilà, c'est un peu lynché, hein. Ouais, puis ça, on s'alarme, mais en même temps, voilà, il tombe. Il a l'impression d'être suivi par les bus aussi. Oui. Ça vous vient d'où, toutes ces poésies? C'est de la poésie, ça. Hein. J'essaie de trouver des petits détails incongrus qui font récit et qui révèlent la personnalité du personnage principal. En effet, François, il a cette drôle d'impression, c'est d'être suivi par les bus, ce qui est totalement ridicule, mais ça montre cette sensation qu'il a l'impression d'être observé, mais de façon avec un petit décalage comique. C'est comme un moment il marche et il y a des oiseaux qui tombent et ça peut réellement arriver. Ça ne devait pas être ça, on ne devait pas en arriver là, toi qui pleures sur mon épaule, c'est comme si s'inversaient les rôles. J'espère que tu comprendras mes silences maladroits. Pas facile pour un fils de trouver les bons mots parfois. Quoi dire à sa mère qui pleure, qui ne cache même plus sa peur, quand le futur dessine des souvenirs flous qui déclinent. La mémoire est si fragile, vole comme les pigeons d'argile, efface de nos cœurs même les plus belles idylles. J'avoue, je n'ai jamais vraiment compris ta façon de jouer avec la vie. T'as toujours cru que le bonheur avait un prix. Est-ce que c'était un pressentiment? Sentais-tu déjà les éléments attaquer ta mémoire comme un poison violent? Voilà, extrait de Comme les pigeons d'argile de Pierre Lapointe, qui a perdu sa maman et qui parle d'elle. Je vous ai vu ému quand même. Cette chanson, elle est belle, hein, cette chanson. Oui, je la connaissais pas, je la découvre. Non, enfin, je très découvre. touchant. Ouais, c'est touchant, mais ça parle du désarroi des gens qui se retrouvent face à des êtres aimés qui soudain ont ces soucis de mémoire graves. Et c'est ce désarroi-là qui nous met tous un peu dans la panique, dans l'angoisse. Et donc c'est un sujet intéressant parce que ça peut concerner potentiellement beaucoup d'entre nous. Donc il ne s'agit pas de de se cacher la tête dans le sable, ni de paniquer. Il faut regarder les choses comme elles arrivent en face. Exactement. Dans la bande dessinée là, que vous proposez, que vous présentez là où tu vas, il y a une phrase au début, vous dites, en tout cas dans le dossier de presse, c'est l'histoire de gens qui ont oublié la leur. C'est peut-être là que nous allons aussi. C'est très juste, je trouve. C'est ça en fait. Ouais, et les histoires qui se racontent, les histoires qui s'effacent, les histoires qui restent, c'est des choses qui m'intéressent parce que c'est mon métier à moi de raconter des histoires en bande dessinée. Et si j'ai voulu faire ce livre-là, c'est parce que la femme avec qui je vis travaille au quotidien. Françoise Roy. Elle s'appelle Françoise Roy. Elle travaille au quotidien avec des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Il n'y a pas que cette maladie-là, il y en a d'autres qui ont à peu près les mêmes effets. Et ce qu'elle me raconte de ses journées avec ces gens-là, ça fait très longtemps que je lui dis, écoute, il faudrait qu'on raconte ça, qu'on le donne à voir, qu'on le donne à lire, parce que ça, au moins c'est utile. Moi je crois même que ça peut faire de belles histoires, des histoires dures, émouvantes, parfois même un peu drôles, mais en tout cas ça fait des histoires dignes d'être racontées et utiles probablement de partager. Donc c'est l'objet de ce livre. Ouais, vous dites d'ailleurs, c'est un métier qui n'a pas de nom.
c'est vrai qu'elle accompagne, mais c'est un métier quelque part. Mais... C'est un métier, c'est son métier. Ouais. Elle fait ça tous les jours. Son métier consiste à accompagner les personnes qui souffrent de cette maladie, à accompagner les proches, les familles, à leur essayer de mettre en place avec eux des choses qui vont faciliter l'existence de tous ces gens. Mais c'est un métier qui ne porte que le nom d'accompagnant. C'est ça. C'est beau déjà comme nom. Hein, c'est très beau. Parce qu'il y a aussi, c'est pas évident, parce qu'il ne faut pas les enfermer, ces personnes qui perdent la mémoire, il ne faut pas les exclure non plus. Donc c'est un jeu c'est du dosage en fait, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui implique beaucoup de subtilité, beaucoup de précision sur des choses assez fines, qui sont des choses qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne, parce que c'est des choses banales. La façon dont on vit, la façon dont on aménage sa maison, la façon dont on garde des petits repères. L'idée, elle est, de façon générale, est assez simple, c'est que quand on entend parler de ces maladies-là, on se focalise sur ce qui est détruit par la maladie dans la mémoire des gens. Ouais, c'est vrai. Et là, l'idée, c'est de se focaliser plutôt sur ce qui reste, c'est-à-dire sur ce que la maladie a préservé et sur lequel on va se concentrer pour faciliter la vie des gens. Ouais. Et donc, c'est un changement de regard. Et ça se fait pas comme ça. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, trouver les bons mots, etc. Et c'est l'enjeu de ce métier d'accompagnant. Je voudrais qu'on regarde des planches qui sont en train de passer derrière vous, qu'on les voit en plein cadre, si c'est possible, en régie. Voilà, on les voit là pour l'instant. C'est du noir et blanc. Là, on voit Françoise, entre autres, avec ces personnes qu'elle accompagne. Pourquoi ce choix ? Il y a quelque chose de délicat, en fait, de presque pudique dans votre dessin. Comment on dessine la délicatesse ? Eh ben, quand on aborde des sujets comme ça qui imposent un peu de délicatesse et un peu de subtilité, on essaie d'utiliser au maximum ce que nous permet la bande dessinée. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je ne ferai pas ça autrement qu'en bande dessinée, précisément parce que j'ai l'impression que la bande dessinée a cette vertu un peu paradoxale de procurer à la fois une vraie proximité avec les personnes qu'on met en scène dans nos livres. C'est une expérience intime de lire un livre, vous savez, on l'a à quelques centimètres du regard, on est souvent seul. Et en même temps, comme c'est du dessin, il y a une distance. Et c'est cette combinaison entre la proximité et la distance qui m'intéresse beaucoup. Et dans le cas d'un sujet comme ça, un peu délicat, un peu potentiellement douloureux, cette ambivalence-là de la bande dessinée, elle est précieuse. Ouais, et peut-être pas plus simple, mais plus pratique, je trouve pas le mot, mais par rapport aux personnes dont vous parlez aussi, pour garantir leur anonymat quand même. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait... un documentaire, on les verrait, ce serait embêtant, il faudrait flouter, etc. C'est ça, en fait, quand j'ai déjà fait des livres de non-fiction comme ça, de reportages, de documentaires en bande dessinée, et en général, ça consiste pour moi à aller rencontrer des gens, à leur poser des questions, à leur demander d'accepter de témoigner dans mon livre. À quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, je pourrais poser cette question, et pourrait éventuellement me dire « Ok, je veux bien témoigner », mais le lendemain, il est très probable qu'il ne se souviendrait pas. Ah oui, oui. Et que mon témoignage sera un témoignage presque volé. Donc, dans ce cas particulier, je ne peux pas aller demander aux gens de témoigner dans mon livre. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Françoise, dans C'est le métier, de me raconter au plus près, le détail au mot près de ses journées, et de le raconter à partir de ce qu'elle me raconte elle-même. Ouais. C'est un livre sur votre relation aussi, quelque part. Et du coup, effectivement, c'est un livre qui se passe, qui naît, qui se déploie au sein d'un couple, ce qui n'est pas si fréquent. Et là, en l'occurrence, je m'appuie aussi là-dessus. C'est-à-dire que l'intimité de ces gens que je raconte, elle passe aussi par la nôtre, à nous deux, à Françoise et moi. Ouais. Et l'intimité des vies qui sont impactées par ces maladies-là, c'est forcément aussi un sujet qui fait écho à notre propre vie à tous les deux. Savez-vous ce qui se cache derrière les motifs colorés du wax ? D'où provient ce tissu emblématique du continent africain ? Ce qui a fait son succès ? Entre Asie, Europe, Afrique, mode, art et design, découvrez l'histoire singulière de cette étoffe à l'identité hybride, source d'inspiration sans cesse renouvelée. L'exposition Wax au Musée de l'Homme à Paris. Voilà, et vous m'apprenez que vous découvrez la bande-annonce. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas encore vue, mais je reconnais effectivement les wax dont certains apparaissent dans la BD. Et puis les photos de cette photographe kenyane, Thandiwe Muriu, qui a fait en fait l'affiche de l'exposition, qui fait un travail absolument incroyable et que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de cette expo à Paris. Ouais, parce qu'il faut aller voir cette expo, ça a commencé déjà en ce moment, c'est jusqu'en mars je crois. Non, finalement ils ont décidé de laisser ouvert le musée qui d'habitude ferme ses portes durant les mois d'été et donc elle tient jusqu'en septembre. C'est génial. Ouais. C'est au Musée de l'Homme à Paris, c'est pas très loin à Paris, on prend le train puis on va voir cette belle expo, ça s'inscrit dans la saison Migration où on peut retrouver des planches de votre BD, de votre première
bande dessinée. Bravo Justine, parce qu'elle est très réussie. Comment ça s'est fait d'ailleurs la connexion avec le Musée de l'Homme? Alors c'était effectivement le Musée de l'Homme qui a eu cette idée du wax et de faire une expo dessus, donc c'est pas du tout mon idée de faire une BD sur le wax. Il y avait des contacts qui préexistaient entre le musée et Bayard Graphique, et donc ils ont eu l'idée de proposer non pas un livre d'exposition mais une bande dessinée. Donc là, il a fallu trouver quelqu'un, et moi j'ai une petite fée qui s'appelle Lou Wifang, qui est scénariste de BD, qui vient de sortir Smoking chez Albin Michel, et qui est aussi ma prof de scénario. Et donc dans une conversation à Saint-Luc, donc à Saint-Luc, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas mentionné, mais donc j'ai appris la bande dessinée pendant 5 ans à Saint-Luc, et une de mes profs, c'est Lou Wifang, et donc elle a parlé de moi à Bayard Graphique. J'ai envoyé mes BD que j'avais auto-publiées, si vous voulez, durant toutes ces années à Saint-Luc, et ça leur a plu. On s'est rencontrés, et c'est comme ça que le projet est né. Waouh. Ouais, génial. Quelle belle histoire. J'ai bien fait de bien travailler dans mes études pour avoir. Comme quoi, vous entendez les enfants. Mais c'est vrai, parce que si on n'a rien à proposer à un éditeur, le match ne peut pas se faire. Et puis même quand on a des choses à proposer, quand on envoie, parfois ça ne plaît pas, et voilà, la rencontre se fait pas. Mais là, la rencontre s'est faite, je suis ravie, quoi. En même temps, et on va voir la couverture de votre bande dessinée Wax, le paradoxe. C'était quelque chose qui était quand même en vous depuis un petit temps, cette histoire de wax. Vous aviez reçu un wax quand vous étiez petite de votre grand-mère paternelle, de Guinée. C'est ça. On est d'accord. Jusque-là, vous y prêtiez pas trop attention en fait à ce tissu. Oui, c'est pour ça que en fait, quand Bayard m'a suggéré de faire cette bande dessinée, moi j'ai d'abord dû entamer un travail de recherche qui était quand même assez important. Donc j'ai tendance à dire que ma relation au wax, elle a quand même véritablement commencé avec cette bande dessinée, parce que c'est là que j'ai vraiment dû le regarder de près. Donc avant, c'était là dans un tiroir, au fond d'un tiroir. Un peu ça, ouais. Ma grand-mère est plus là pour entendre ça. Je sais pas si elle serait très heureuse, mais c'est vrai que j'y prêtais pas plus attention que ça. C'était comme un souvenir, en fait, quelque chose qu'on ramène d'un voyage et puis que l'on garde chez soi et auquel on tient, mais qu'on ne porte pas. Moi, je le portais pas parce que c'est pas mon style vestimentaire. J'ai pas du tout l'habitude de porter le wax ou les pagnes, comme on les appelle plutôt. Et j'avais aussi chez moi des tissus traditionnels guinéens ou peuls, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait, offerts par mon père, et pareil, ils sont chez moi et je les garde là précieusement. Bon, ils sont là déjà, vous les avez pas jetés. Ils sont là, c'est vrai, mais j'en connaissais pas ni la signification ni le langage. Et c'est ça qui est fascinant dans cette bande dessinée, parce que c'est à la fois un récit personnel, mais à la fois une enquête. On sent la journaliste qui est là, à la fois autrice, dessinatrice de BD, puis il n'y a rien à faire quand on est journaliste. Mais c'est ça qui est génial, parce que du coup, on découvre plein de choses dans cette BD. C'est une enquête autour de ce tissu. C'est un textile ciré, on est d'accord, avec des motifs imprimés, mais qu'on trouve essentiellement en Afrique de l'Ouest et centrale, mais qui est fabriqué, c'est pour ça qu'il s'appelle Paradoxe, principalement aux Pays-Bas. C'est ça, en fait, le wax, à l'origine, il a été créé par des colons hollandais qui se sont emparés d'une technique indonésienne. Donc, a priori, rien à voir avec l'Afrique, mais via un concours de circonstances. Donc, Asie, Europe, Afrique. Asie. Et finalement, il le propose à une clientèle africaine. On comprend pourquoi en lisant la bande dessinée. Mais donc, effectivement, après un certain temps, l'Afrique a vraiment investi ce tissu de toute sa culture. Et donc, aujourd'hui, il est indissociable de son continent. Mais donc, il a vraiment différentes facettes qui sont un peu contradictoires et étranges. Est-ce que les Africains qui portent ce wax, ou je sais pas, par exemple les Nana Benz, vous en parlez à un moment donné au Togo, est-ce qu'elles ont conscience que c'est quelque chose qui est d'abord fabriqué par des anciens colons? C'est un truc de dingue. Je suppose qu'à l'origine, oui. Maintenant, moi, dans les discussions que j'ai eues avec des personnes afrodescendantes, soit qui vivent en Occident ou qui vivent en Afrique ou qui partagent leur vie entre ces deux continents, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu. C'est-à-dire cette origine hollandaise du wax. Mais là, c'est vrai qu'on parle du wax fait selon les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'application de la cire. Parce qu'il y a différents types, on va dire, de wax. Parfois, on n'utilise pas la cire, on ne fait que imprimer. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est du wax. Après l'exécution, l'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place le lendemain matin. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois.
Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Voilà, c'est glaçant. Hein. Enfin, c'est hallucinant même, je dirais, cette interview. Vous l'avez découvert comment Parce que c'est le début de la BD, hein, c'est pour ça que je passe d'ailleurs. Gérald Soud. Comment on l'a découvert, Pierre? En fait, on l'a découvert tout simplement en s'intéressant au sujet. Moi, j'avais déjà fait un bouquin sur l'Afrique il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Et du coup, je m'étais déjà intéressé au Congo, tout simplement. Et j'avais déjà vu ça. Et à la base, je pensais que c'était dans un striptease, parce que je trouvais le ton complètement décalé, je trouvais ce type complètement fou. Il parle de ça avec légèreté. Ah ouais, complètement. C'est glaçant, en fait. C'est vraiment le cynisme et l'impunité totale. Même ressenti? Oui, complètement. Puis bon, ça montre vraiment le cynisme d'un personnage qui a eu son rôle dans l'assassinat et qui, vraiment, juste avant de partir, a arraché son trophée. Enfin voilà, et qui est fier en plus de le montrer autant de temps après, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Et c'est le titre de votre BD là-dedans, puisque ça part de là et après vous remontez. Hein, là, on est en 61 forcément, l'indépendance 60, et vous remontez dans les années 50 pour suivre Lumumba. Vous avez dit dans une interview que Lumumba c'était un peu l'ennemi de vos grands-parents. Oui, j'ai dit ça parce que c'est aussi une façon dont la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était ça en fait. Quand j'étais petit, il y avait une omerta dans ma famille, c'est-à-dire que quand je posais des questions sur le Congo, ça n'avait jamais existé, cette période avait disparu. Parce qu'ils avaient vécu au Congo. Mais ma maman est née là-bas et mes grands-parents sont partis là-bas pour refonder une vie. Comme beaucoup de Belges. Exactement. Et en fait, le fait qu'ils doivent revenir, ça les a traumatisés totalement et ils ne voulaient plus du tout en parler. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Lumumba justement, on a dû rentrer à cause de lui. Ouais. À mon avis, c'est peut-être le sentiment qu'a beaucoup de Belges aussi de cette période. On n'apprend pas l'histoire de Lumumba à l'école. Je sais pas, moi, je ne l'ai pas apprise. Vous non plus. Non plus, et même, je dirais, mes ados ne l'ont pas vu non plus. Alors, je sais que c'est au programme la décolonisation de manière générale, mais donc les professeurs peuvent un peu parler de ce qu'ils trouvent le plus intéressant, mais c'est vrai que mes enfants n'en ont pas parlé. Apparemment, cette année, en 6e, dans son école, un professeur a décidé d'en parler, mais c'est quand même, ça reste très rare. Quoi, donc, c'est fou, il a fallu un temps fou aussi pour qu'il y ait une place Lumumba à XL à Bruxelles. Il y a quelque chose comme un tabou qui traîne encore. C'est sans doute la responsabilité de l'État belge qui est clairement établie. Je pense qu'elle est toujours là, elle est là, enfin, elle est actée. Et dans la mémoire collective, en fait, on essaie aussi d'oublier cette période. D'ailleurs, pendant des années, on nous a mis des nuages de fumée. Lumumba, c'était très compliqué, une histoire incroyable et tout. Et en fait, là, quand on a fait cette bande dessinée avec Pierre, on a ouvert toute la ressource qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire énormément de ressources, mais on a vu que c'était très clair, en fait. Il n'y avait pas de secret, il n'y avait rien.